Salut l'audimat, c'est Mehdi pour un Naissant Podcast et une nouvelle vidéo dédiée à 7ème mer, avec cette fois-ci les règles de jeu. Si jamais tu ne l'as pas vu, il y a JB qui a fait une vidéo sur l'univers de jeu que je te conseille d'aller voir, histoire d'avoir un point de vue complet sur la chose. Ici, nous allons parler uniquement des règles du jeu. On va survoler l'ossature de la fiche de personnage, les résolutions des actions, les lancers de dés avec ce système de risques, conséquences et opportunités. Petite précision, ici, je vais faire un survol des règles. On sait très bien que le système de jeu n'est pas le plus évident à prendre en main. Aussi, on va faire quelque chose. Si jamais les informations que je te donne ne suffisent pas, n'hésite pas à poser n'importe quelle question sur le système en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, et on tâchera de revenir vers toi le plus vite possible avec une réponse. D'ailleurs, petite information, en description de la vidéo, tu trouveras une liste de vidéos chez Cézil, Rollis TV et même la chaîne YouTube anglophone Geek & Sundry, qui avait accueilli John Wick en personne. Ça t'aidera à approfondir un peu plus les choses, mais en tout cas, on est toujours disponible pour répondre à une question si tu en as. Le temps d'un court jingle et on commence les explications sur le système de jeu. On va commencer par décortiquer la fiche de personnage et les éléments importants qui détailleront ton perso. Premier élément important dans la fiche, le profil de personnage. Bon, tu vas noter son nom, son prénom, son concept, c'est une phrase qui résume bien le personnage, il faut penser à faire quelque chose d'épique, on est dans un jeu de KPDP après tout. Et tu devras aussi indiquer sa nation, qui te donne d'ailleurs un bonus dans l'une des 5 caractéristiques. Caractéristiques qui sont le deuxième point important de cette fiche. Elles sont au nombre de 5, force, finesse, résolution, astuce et panache. Au début, tu as 2 points dans chacune des caractéristiques, 3 dans l'une des 5 à cause de ton bonus dû à ta nation d'origine, et tu pourras rajouter 2 points comme tu le souhaites. Les historiques et les compétences sont le troisième élément important de cette fiche de personnage. Quand tu crées ton protagoniste, tu vas avoir 2 historiques à choisir. Un historique, qu'est-ce que c'est? C'est un pack avec 5 compétences au niveau 1, un coup d'éclat, qui est un trait qui peut te permettre de gagner des points d'héroïsme si tu agis en accord avec celui-ci, et tu as 2 avantages qui sont en gros des espèces d'aptitudes passives. Sachant qu'à la création de personnage, toujours, tu as 5 points qui vont te servir à acheter d'autres avantages et 10 points pour améliorer tes compétences. Ensuite, tu as les arcanes qui t'apportent chacune une vertu et un travers qui vont te permettre de jouer avec les points d'héroïsme en plus ou en moins selon si c'est la MJ qui appuie sur un travers ou toi qui agis selon une vertu. Et enfin, il y a l'histoire. Alors, c'est pas juste le scénario que tu vas jouer, c'est l'histoire de ton personnage. C'est plus ou moins son ossature scénaristique qui va le suivre au fil des parties que tu vas faire à table. Ça se veut relativement souple, il y a simplement 2 points qui sont fixes, le début et la fin, même s'il faut se laisser suffisamment de largesse. Au début, tu vas choisir une source à cette histoire. On va prendre par exemple des ennemis ancestraux de ma famille nous ont pris nos terres il y a des années, je dois les reconquérir pour laver notre honneur. Et ensuite on détermine la fin. Toujours dans notre exemple, je fais reprendre sa place à ma famille. Quand ton personnage arrivera à la fin de cette histoire, qu'il aura résolu ce grand arc narratif, il aura une récompense sous la forme d'avantages, de compétences, de caractéristiques ou de coups d'éclat. Il faut rester le plus large possible sur cette fin, histoire d'avoir suffisamment de largesse pour que tu ne sois pas sur des rails pendant une dizaine de parties. D'autant qu'une bonne histoire est ponctuée de moments clés et importants. C'est ce qu'on appelle les étapes dans 7ème mer. Alors tu peux en avoir 2, 3 ou 4 comme tu sens, mais pour le moment, à la création de ton personnage, tu ne dois en détailler qu'une, la prochaine. Toujours dans notre exemple, retrouver des partisans de ma famille sur mes terres. À chaque fois que tu réalises une étape, tu dois décider de la suivante en accord avec ta MJ. Tu es libre sur le nombre d'étapes, mais sache que plus il y en a, plus la récompense sera grande. D'ailleurs, côté MJ, quand tu prépares tes scénarios, ça se passe à peu près de la même façon. Tu vas déterminer un début, une fin et des étapes, que ça soit pour une partie ou une longue chronique. On passe désormais à la résolution des actions dans le système de jeu de 7ème mer. On va commencer par la base, à savoir les risques, c'est-à-dire les moments où tu vas lancer des dés. Et ça fonctionne comme cela. À chaque fois que un PJ veut faire une action, il va déterminer son approche, ce qu'il souhaite simplement réaliser. Si jamais cette action comporte un risque, c'est-à-dire une conséquence potentiellement négative, la MJ arrête le PJ et lui indique qu'il faudra qu'il additionne une carac et une compétence pour avoir un pool de dés à lancer pour réaliser l'action. Quand tu lances les dés,
Tu fais le cumul de toutes les faces obtenues et toutes les tranches de 10 te donnent une mise. Mais tu lances pas les dés tout de suite, car la MJ va devoir te détailler ce qui risque de se passer durant cette scène. Elle va te dire combien de mises il faudra que tu dépenses pour accomplir ton objectif dans cette action, combien de mises devront être dépensées pour éviter les conséquences négatives de cette action, comme prendre des blessures ou être repéré lorsque tu commets un larcin, et éventuellement t'indiquer combien de mises sont nécessaires pour acquérir une opportunité, qui est un élément narratif ou non, qui va te permettre d'acquérir un bon avantage. Ce dernier point n'est pas obligatoire et se fait au bon vouloir de la MJ. Le tout te donne donc un nombre de mises à dépenser. Alors, pour être bien clair, je vais tout de même illustrer ça par un exemple, parce que je vois que tu as commencé un peu à tourner de l'œil. Mettons que ton personnage soit un illustre voleur, qui va commettre son prochain forfait, voler les joyaux de la comtesse de Beaufort en Montaigne. Tu te faufiles dans le château, puis dans les appartements de la comtesse, telle une ombre absolument silencieuse. Deux problèmes apparaissent cependant. D'un côté, il y a la garde du château qui semble avoir trouvé la personne dont tu as gentiment décidé de te débarrasser afin de voler ses vêtements. Tu t'es fait passer pour un domestique afin de passer inaperçu dans la demeure. La garde fouille donc les étages. De l'autre côté, la comtesse, qui semble ignorer totalement ce premier fait, est dans ses appartements, a priori en train de batifoler avec son amant. Et il s'avère qu'ils sont dans la pièce où se trouvent les joyaux. Ton approche est donc la suivante. Coincé et pressé par le temps, tu décides tout de même de voler les joyaux dans cette pièce, sans te faire repérer et de t'enfuir par l'une des fenêtres des quartiers de la comtesse. La MJ t'indique que c'est un risque. La situation étant quelque peu exiguë et tu risques fortement de te faire repérer et alpaguer par la garde par la suite. Elle t'indique que tu devras pour cela utiliser ta finesse, plus ta détermination. Ton niveau dans cet attribut et cette compétence sont de 3, ce qui te fait un total de 6 dés à lancer. La MJ t'explique comment cela va se passer. Il te faudra dépenser 2 mises pour dérober les joyaux. Une mise sera nécessaire pour ne pas être repéré par la comtesse et son amant. Et il y a une chose en plus, à savoir une opportunité. Il y a un artefact absolument magnifique qui coûtera une somme astronomique au marché noir, qui est présente dans les quartiers. Il te faudra une mise pour l'attraper en plus. Tu lances tes 6 dés et tu obtiens 33, ce qui fait donc 3 mises. Les 3 points en plus ne servant à rien. Tu ne pourras donc faire qu'une partie des éléments donnés par la MJ. Tu vas donc dépenser les 2 mises pour dérober les joyaux de la couronne, parce que c'est pour ça que tu es venu, et tu décides d'utiliser ta dernière mise pour dérober cet artefact antique. Au moment où tu te diriges sans bruit vers une fenêtre afin de t'échapper, tu te rends compte que la pièce est devenue tout d'un coup très silencieuse. La comtesse et son amant te regardent avec des yeux ébahis et se mettent à hurler à la garde afin que cette dernière t'attrape. J'espère que cet exemple aura été suffisamment clair pour expliquer l'ossature de la résolution d'une action dans 7e mer. Autre chose à savoir, dans ce jeu, il y a aussi des points d'héroïsme. Il s'agit d'un trait où chaque PJ peut cramer un point pour s'ajouter un des 10 ou 3 des 10 à une autre personne, activer une capacité spéciale comme certains avantages, ou agir lorsqu'il est sans défense. Dans notre exemple avec le voleur qui vole les joyaux de la comtesse de Beaufort, le personnage aurait très bien pu utiliser un point d'héroïsme pour ajouter un des 10 à son pool de dés, et peut-être réaliser l'affaire en toute discrétion. En cas de combat, cela se passe à peu près de la même façon, mais à tour de rôle. La personne ayant le plus grand nombre de mises agit en première, dépense 1, 2 ou 3 mises pour faire son action, et puis on regarde qui, après cela, a le plus de mises pour que cette personne puisse agir, etc. etc. Et il y a un élément important qu'on appelle le brio, et ça ajoute mine de rien pas mal de saveur au système d'action. En fait, ça va te pousser, sans te contraindre, à changer de compétence à chaque action. Chaque test, en commençant par le premier, a un bonus de plus 1, tant que tu utilises une compétence qui n'a pas été utilisée durant cette séquence d'action. Donc, par exemple, pour une baston, on va utiliser arme blanche, puis bagarre, puis tir, pour avoir à chaque fois un bonus de plus 1. Sachant que, du côté de la MJ, il y a une réserve de danger qui va servir à augmenter le nombre de points nécessaires pour avoir une mise, ou accorder des boosts à ses brutes et ses scélérats. Les brutes passent toujours après les PJ lors d'un combat, et les scélérats passent toujours en premier. D'ailleurs, ces deux termes ne sont pas anodins, parce qu'ils représentent l'adversité que vont rencontrer les PJ. Les brutes, qui sont des espèces de gros bras, de sbires, sont régis par un score de puissance.
qui correspond au nombre. 7 brut pour une puissance de 7, par exemple. Score qui détermine les dégâts qu'ils infligent au PJ lorsque c'est à leur tour de jouer. Les scélérats, quant à eux, sont bien plus dangereux et représentent cette adversité, ces adversaires iconiques qui emmerderont le groupe de PJ pendant bien des scénarios. Ils sont résumés par un score de puissance qui représente leurs aptitudes personnelles, c'est une sorte de résumé entre compétences et caractéristiques, et un score d'influence qui représente leur bien, leur réseau et leur influence. C'est bien entendu la puissance qui entre en jeu en matière de combat. Quand tu prends des blessures, lors d'un combat ou autre, tu les notes sur ta fiche, sur la spirale de la mort, qui est trouvable en bas de ta fiche de personnage. Il ne se passe rien sauf si tu coches une blessure dramatique, qui est représentée par une étoile. La première et la troisième vont te donner des bonus, mais la deuxième et la quatrième te donneront des malus assez sévères, notamment le fait d'être sans défense, et possiblement tuable par un scélérat, quand tu prends ta quatrième blessure dramatique. Septième mère oblige, je ne peux pas parler du système de jeu sans évoquer les duels et les manœuvres de duel qui vont motoriser d'une façon différente les combats. En gros, si tu veux avoir le droit d'utiliser ces manœuvres spéciales et de pratiquer le duel sans te faire arrêter par la garde, tu dois entrer dans une académie de duellistes. Il suffit d'acheter l'avantage Académie de duellistes et de choisir à quelle école tu as été élevé, afin d'avoir accès aux manœuvres de la dite école. Globalement, ces manœuvres se séparent en deux groupes. Tu as les manœuvres communes et les manœuvres spécifiques à chaque école. Les manœuvres communes sont taillade, parade, feinte, fente, frappe et riposte. Chacune coûtera une mise pour être utilisée et ont un fonctionnement un peu différent des attaques basiques. Frappe, par exemple, inflige une blessure et prévient autant de blessures que ton score en arme blanche durant ce tour. Riposte inflige et protège d'autant de dégâts que ton score en arme blanche. Et fente inflige autant de dégâts que ton score en arme blanche et le nombre de mises dépensées jusque-là. Les manœuvres spécifiques à une école vont avoir tendance à rajouter des règles ou alors à remplacer l'une des manœuvres communes. Par exemple, l'école Eisenfaust, qui est un style défensif qui s'utilise avec un gant de métal, va te permettre de remplacer riposte en prévenant autant de dégâts que ton cumul de résolution plus arme blanche. Voilà en gros pour le survol du système de jeu de 7ème ère et on passe désormais à ma critique. Premier point, la prise en main du système de jeu. Soyons clairs et absolument limpides, le jeu ne se prend pas en main facilement. Il va te falloir une partie, voire deux, pour commencer à prendre de bonnes habitudes de jeu. Il est exigeant, et s'il est limpide sur le papier, et ben en fait, à table, ça se passe pas si simplement que ça. Pour avoir tenté la maîtrise sur un one-shot, ce que j'aurais peut-être dû faire en campagne en vérité, ben, prendre en main le jeu pour la première fois et l'expliquer à une table de PJ qui n'avait jamais joué à 7ème ère version 2, et ben, s'est révélé relativement poussif. Ça a fini par rentrer, mais je me suis pris une sérieuse bûche matérialisée par cette partie. Ce qui indique, d'après moi, qu'il n'est pas du tout calibré pour le one-shot, pour une seule partie. Il faut clairement jouer en campagne. Il n'est pas non plus injouable, mais vraiment, si tu connais pas le jeu, ça va se révéler relativement laborieux. Mais cela dit, j'ai quand même un a priori positif envers ce système de jeu. Alors, pourquoi parce qu'a priori, le one-shot que j'ai réalisé s'est révélé assez négatif. Bah, relativement pour deux raisons. La première, c'est que j'apprécie qu'un jeu ait fait l'effort de créer un système en raccord avec son univers. Par exemple, j'ai rarement eu autant de bonnes sensations en tant que MJ qu'en maîtrisant Hollywood. Car le système, alors sorti du jeu, ne vaut pas grand-chose, mais s'imbrique totalement dans le genre roman noir. Et te donne vraiment l'impression d'être autour d'une table d'un tripot de la mafia italienne à la fin des années 40. Alors, je dénigre pas les systèmes génériques, et notamment les systèmes Fate, Apocalypse et FU que j'utilise beaucoup, mais je trouve qu'un système dédié a toujours une saveur particulière. Du moins, c'est mon avis. Ensuite, eh ben, c'est l'accomplissement du système, la réalisation de celui-ci dans cette version de 7ème ère. Eh ben, le système sent à plein nez l'héroïsme, le souffle épique et des actions extrêmement badass réalisées par des personnages badass. Le système, d'après moi, réussit son pari initial. On est dans un univers pétri de clichés, pétri d'aventures, pétri de souffle épique, et le système de jeu les reproduit volontiers, et en exagérant de la même façon que les clichés qu'il y a sur les différents peuples et nations du jeu. Autre point positif pour moi, les histoires.
Et d'ailleurs, c'est pas juste un point positif, c'est pour moi le meilleur point de ce système de jeu. Il aide vraiment bien à la prise en main de ton personnage, il aide vraiment bien à la prise en main de ton scénario quand tu es MJ, et ça pourrait être un outil générique. Alors, ça ne l'est pas vraiment, mais concrètement, qu'est-ce qui t'empêche de mettre un squelette de scénario comme ça pour une partie de Cthulhu de Vampire? Et il y a aussi le système de brio, qui va de pair avec les histoires. Côté prise en main, ça va aider les plus timides à commencer à faire du roleplay par le système de lancer de dés. En te forçant à utiliser des compétences différentes pour acquérir un petit bonus, tu vas commencer à changer tes descriptions, et puis ça va nécessairement, d'après moi, influer sur tes descriptions, ta façon d'interpréter ton personnage. Ce qui est une bonne aide pour les personnes qui sont un peu timides côté interprétation. En bref, 7ème ère est un jeu exigeant en matière de système de jeu. Et au fond, il demande qu'une seule chose, et c'est un sérieux obstacle. Il ne faut pas avoir peur de te casser la gueule en maîtrisant à ce jeu. Et même en jouant, parce que côté PJ, c'est pas forcément simple du premier abord. Mais à mon avis, ça vaut le coup de passer le cap. Pourquoi? Parce que le jeu bouscule les habitudes. Plutôt que de décrire ton action et de lancer les dés ou de rebondir en tant que MJ sur les actions d'un PJ, on va prévoir tous les rebondissements possibles, positifs et négatifs, avant le test. Ici, on a un vieux jeu qui a quasiment 20 ans, c'est approximatif, j'ai pas la date de la V1 en tête, et qui disposait d'un système que je pourrais qualifier d'un L5A un peu boiteux, et qui a tenté de s'adapter dans cette V2 aux autres jeux de son temps. Alors c'est pas de la manière la plus facile encore une fois, mais contrairement à pas mal d'autres rééditions, que je ne citerai pas parce que la liste serait trop longue, 7ème ère a au moins ce mérite-là. Et c'est désormais la fin de cette vidéo de critique des règles de 7ème ère édition 2 chez Studio Agathe. J'espère qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre des petits pouces bleus et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux de l'internet mondial. Et n'hésite pas à poser des questions en commentaire, comme je te disais en début de vidéo. Si tu as un pépin de système, n'hésite pas à nous contacter soit sur YouTube, ou sur les réseaux sociaux, ou sur notre serveur Discord. Très prochainement, dans quelques jours, les reviews sur les suppléments de 7ème ère vont être balancés à raison d'1 à 2 par semaine. Et d'ici là, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine.